Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, avec Jean qui est hilar, je ne sais pas pourquoi. À Racaille, la 83e. Eh oui, on n'est pas sûr du chiffre exact, mais bon, à défaut de vérification, on vous le balance quand même dans les dents. Avec, à la régie, toujours notre camarade Piquet-Cou, en l'absence de notre camarade Maïté. Qui reviendra bientôt, on l'espère, mais Piquet-Cou ne nous quittera pas pour ça. Bon. Jean, toujours commis au blabla sur les turpitudes de ceux qui croient nous gouverner. Salut à tous. Pas avec la militude de Milimoli, avec la minute de militance de Raymond La Science d'un quart d'heure. Et à ma droite, notre invitée Estelle, une céramiste, potière, enfin bon, qui va se présenter à vous dans quelques secondes après vous avoir annoncé le nom de cette musique qu'elle a choisie pour vous. Eh ben, nous allons écouter Dupin et le titre c'est Tout le monde. Tout le monde, voilà. Bah, tout le monde, il est bon, tout le monde, il est gentil, comme disait l'autre. Il y a vraiment un truc pas très clair dans mon casque. J'informe la régie. Hilar derrière sa vitre. Bon. Estelle, est-ce que tu peux te présenter, enfin nous dire qui tu es, potière, pourquoi, comment, qu'est-ce donc? Alors, je suis pas uniquement potière. Bon, enfin, on est heureux de l'apprendre. Voilà. Je me suis déclarée, on va dire plutôt céramiste. D'accord. Je me suis déclarée parce que j'ai pas suivi d'école particulière pour une formation de céramiste. À chaque fois que j'ai voulu le faire, eh bien, à chaque fois, j'ai rencontré un mur. Il a fallu que je prenne d'autres chemins. Donc, du coup, eh bien, j'ai suivi des stages, des formations diverses, plus ou moins formelles, enfin dans le sens où elles n'étaient pas reconnues. Et puis, voilà, à force de travailler, de chercher, eh j'ai fini par me dire que oui, là maintenant, j'avais quand même un savoir-faire dans les mains. Je pouvais me déclarer céramiste. D'accord, pour le savoir-faire, je confirme. Et Merci. Et un mur, tu peux juste développer un tout petit peu quand tu dis un mur? Oui. T'es heurté à un mur? Oui, par exemple, en fin de troisième, je voulais déjà suivre des études en art plastique et ma famille ne voulait pas. Premier mur. Donc, ça, le mur familial, bon. Le mur familial, oui, fréquent. Après, je suis donc allée au lycée et à la fin du lycée, j'ai voulu passer un BTS art céramique. Et mon dossier n'a pas été accepté. Deuxième mur. Et donc, je suis allée à la faculté en lettres. C'était super intéressant, mais je voyais pas trop où j'allais aller. Donc, j'ai arrêté. Et puis, dès que j'ai commencé un peu à travailler, en fait, j'ai voulu justement faire de l'art plastique. En tout cas, j'ai trouvé un atelier où je pouvais faire de la céramique. Donc, je me suis inscrite et puis j'ai commencé à travailler la terre. Et très vite, je me suis dit, c'est vraiment ça qui me plaît, c'est cette matière-là. Et du coup, j'ai voulu passer un CAP de tourneur. Et là, en fait, j'étais déjà un petit peu âgée, puisque je devais avoir 24-25 ans. Oh là là. En route pour le cimetière. Je dis âgé dans le sens où le mur de l'âge, cet âge-là. Quel mur? C'était un troisième mur. Pour trouver un maître d'apprentissage, c'était extrêmement difficile parce que donc le CAP, à ce moment-là, en tout cas, c'était jusqu'à 26 ans qu'on pouvait passer un CAP de tourneur, enfin un CAP tout court. Et pour rentrer dans un centre de formation apprenti, il fallait que je trouve un maître d'apprentissage. J'ai appelé sur toute la France, mais c'était pas très rentable pour eux de me prendre parce que plus on était âgé, plus il fallait payer un pourcentage du SMIC qui était élevé pour quelqu'un qui n'était pas rentable tout de suite puisque je n'étais pas formée. Donc c'était pas très intéressant. Et donc voilà le troisième mur que j'ai rencontré. Et là, quand même, j'ai eu de la chance. C'est que j'ai appelé un tourneur qui s'appelle Augusto Truzzola. Je savais pas à l'époque qu'il était très connu dans la céramique, mais en tout cas en tant que tourneur à façon. Et lui m'a dit de venir le rencontrer. Et donc je l'ai rencontré. Et puis il m'a dit ok, je vous prends, mais sans
sans comment dire. Sans salaire. Non. Oui, sans salaire, mais sans non plus sans rentrer en apprentissage en fait. C'était un échange. Voilà, Ouais, il m'a dit, moi je vous apprends à tourner. En échange, vous allez coller les anses, la terre et tout. Et moi j'étais ravie parce que finalement c'était, enfin, j'apprenais le métier comme ça Oui, aussi. comme une arpette, quoi. Ouais. Voilà, bon. Et c'était super quoi. Enfin, alors moi ça me convenait très bien. Donc au départ c'était une journée par semaine, parce que je travaillais. Non, est-ce que je travaillais à ce moment-là un peu? Oui, je travaillais en tant qu'aide-documentaliste dans un collège, mais c'était un emploi précaire. Comment c'était ces trucs-là? Il y en a plein. Il y a eu les TUC à un moment donné. Après, c'était les. TUC, ouais. Mais après les TUC, il y a eu autre chose. Je me rappelle même plus. J'en ai fait tellement que je sais. Oui, non, mais ça. Enfin, peu importe. Non, ça c'était après. Et du coup, donc j'ai fait ça d'abord une journée par semaine. Et puis ensuite, il me disait quand même 2 jours, ce serait pas mal et tout. Donc je me suis arrangée, puisque je faisais que 20 heures dans le collège. Je me suis arrangée avec l'intendante et puis voilà. Donc ça a duré 7 mois. Et puis après, j'ai travaillé. Moi, j'avais des copines qui avaient un atelier, donc j'allais chez elles travailler. Et puis petit à petit, je me suis payé des formations de décor sur céramique ou de techniques plus particulières. Et puis, en fait, donc les murs après sont arrêtés. Enfin, à partir du moment en fait où j'ai cessé de vouloir un diplôme pour valider un savoir-faire, les choses se sont déroulées plus facilement. Voilà, en fait. Alors pendant longtemps, moi, ça m'a un peu. Enfin, je me disais, mince, comment je vais faire pour faire reconnaître mon savoir-faire si j'ai pas quelque chose qui le valide, quoi, officiellement. Et puis en fait, je me rends compte que ça marche très bien aussi sans, quoi. Voilà. Bon. Bien sûr, dans ce pays, on a, je sais pas comment on va appeler ça, la diplômité aiguë ou un truc dans ce genre, quoi. Moi, je pense que on peut vraiment, dans les métiers artistiques, en tout cas, travailler sans diplôme. C'est le savoir-faire qui compte. Il n'y a pas de, voilà. Ça, c'est pour Madame Véronique Chambaud, qui a commis le guide juridique et fiscal de l'artiste. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de toutes les facilités qu'ont les artistes pour s'insérer dans la vie professionnelle. Alors voilà un exemple magnifique où il faut se taper la tête contre des murs pour pouvoir espérer un jour faire un métier qu'on aime ou qu'on voudrait en tout cas exercer. C'est ça qui me plaît particulièrement dans le parcours d'Estelle. C'est pourquoi on l'a invitée dans cette émission pour montrer à tous les glandeurs, à tous les garnements, toutes les gamines qui ont la chance de pouvoir faire des études artistiques parce qu'il n'y a pas et maman derrière ou parce que ils ont des facilités en quelque sorte et puis qui n'en profitent pas et qui passent 5 ans ou 6 ans dans une école d'art à aller le soir boire des pots avec les copains et à faire des teufs, etc. Et puis, alors eux, il y a de l'autre côté du rideau, il y a des gens qui doivent se battre comme des animaux pour pouvoir arriver pas des animaux tout à fait. Non. Mais bon, comme on le verra en fin d'émission, c'est quand même... La réussite d'Estelle, en fait, valide quand même un peu les théories de Véronique Chambaud, puisque c'est en soignant sa tenue vestimentaire que... Non, mais tu comprends. Plus tard, d'accord. Non, mais t'es le contre-exemple parfait.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille, la 83e, avec aujourd'hui à la technique Piquet-Coup, à l'instruction publique et au cancan politique Jean, et Estelle, notre invitée, qui a commencé à présenter un petit peu ce qu'elle était, et puis qui vous dira peut-être après ce qu'elle fait. Enfin, ce qu'elle éprouve en le faisant, en tout cas, et qui va aussi vous donner le titre du morceau musical qu'elle a choisi, encore une fois, pour vous. Le prochain? Celui-ci. Celui qui vient de passer. Bien sûr. Elle l'a déjà donné il y a 10 minutes. Hein. Ah bon, mais je veux bien recommencer. C'était du pain. Non, mais Robert a des problèmes de lombaire ce matin. Je vous prie d'excuser. Alors on va tout de suite donner la parole à Raymond Lascience. C'est un groupe marseillais, je crois, du pain. Ouais, Languedoc, et qui chante d'ailleurs en occitan. Ah d'accord. Ouais. J'aime bien ce mélange Adam Stivell et accent du Sud-Est, là. Je trouve ça assez rigolo, non? Oh, je hais les gens du Sud-Est, alors leur accent encore pire que tout. Bon, il a une histoire douloureuse, vous l'excusez. Hein. Ouais. L'ancien ministre du Travail, Éric Woerth, mis en cause dans les affaires Bettencourt et aussi Curieuse histoire. De l'hippodrome de Compiègne, a affirmé « Je ne suis pas mort ». Oh. À la veille de son retour à l'Assemblée nationale, effectivement, il n'est pas mort puisqu'il retourne à l'Assemblée nationale, hein, comme député UMP de l'Oise. Ça, il n'a pas perdu. Hein. C'est quand même terrible, une vie de Woerth. Faut imaginer ce que c'est quand même. Lynché par la gauche, lâché par la droite. L'UMP a remporté les élections partielles. Alors ça date de ce week-end ou de celui d'avant, je sais plus. Les élections partielles de Corbeil-Essonnes et de Noisy-le-Sec. Donc il faut pas désespérer. Hein. C'est dire le niveau quand même de nullité de la gauche actuelle, hein, incapable de profiter des Watergate à répétition du petit ventilateur de l'Élysée. Oh, oui. Il aime bien que je l'appelle le petit ventilateur. Oh oui, ça j'adore. On a un certain nombre de surnoms ici. Non, je vais mais en celui-là, utiliser c'est mon préféré. Non, mais le petit ventilateur. Ouais. Ouais. Pour l'ancien ministre Bernard Tapie, en 2012, ce sera ou Martine Aubry ou Dominique Strauss-Kahn, selon une interview qu'il a donnée au journal Le Parisien. Oh, un mec qui aime se mouiller. Ouais. Alors nanar en déçu du sarkozysme, hein, c'est vraiment le Bouquet's. Oh oui. Le nouveau secrétaire général de l'UMP, Jean-François Copé, a prôné un retour aux fondamentaux de la droite, assassinant au passage évidemment le règne de son prédécesseur à ce poste, Xavier Bertrand. Maréchal, nous voilà. Eh ben justement, je vais te proposer une chanson, mais presque aussi ancienne que celle-là. Ouais. Mais disons moins marqué politiquement, hein. Pour consoler Xavier, tu seras d'accord avec moi, c'est quand même un brave type, ce Xavier Bertrand. Il est aussi cassant intellectuellement qu'il est rond physiquement, mais bon. On va quand même lui proposer, pour se consoler, une petite chanson sur un air fameux de Henri Gara. Vous connaissez Henri Gara, non? Oh non, ils sont trop jeunes. Voilà. Pour les vieux. Je suis sûr que Robert va pouvoir reprendre avec moi. Ah non, c'est pas sûr du tout. Petit effort. Surtout avec les lombaires dans cet état. Il faut quand même vous dire qu'il est venu avec, non pas des béquilles, hein. Non, une canne de marche. Une canne de marche ce matin. Je sais pas si c'était pour m'impressionner. C'est pour lui foutre la... Bon. Avoir un bon copé. Ça te dit quelque chose, ça? C'est la plus belle chose au monde. Au monde. Voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car un bon copé, c'est plus fidèle qu'une... Ah, alors là, je cale. Oh, non, qu'une blonde. Ah oui, mais je veux pas mêler une blonde à ce genre de choses. Hein, voilà, me voilà rassuré. Bon, je vais pas la faire parce que j'ai pas la voix de Robert. Hein. Malheureusement, il veut pas jouer le jeu ce matin, car la bête immonde est enfin écartée. Moi qui possède un bon copé. Ouais. Pas mal, pas mal. Hein, Nicolas Hulot fait une entrée fracassante dans le tableau de bord des personnalités politiques hein, de Paris Match, occupant d'emblée la première place devant Dominique Strauss-Kahn. L'animateur écologiste recueille 82% de bonnes opinions. Ouais. Ceci dit, toi, t'as pas été sondé. Non, moi non. Tu n'as pas été sondé. Je n'ai pas été sondé. Piquet-Coup non plus. Non. Donc ça pourrait descendre à 80%, je sais.
soit 5 points de plus que le directeur général, le fameux priapiste du FMI, hein, qui progresse pourtant de 5 points par rapport à novembre. Ah bah oui, il va bientôt être à 150%. Et se place devant Jacques Chirac. Autant vous dire que ce classement est quand même hyper sérieux. Jacques Chirac à 72%. Hein. Jacques Lang est 4e à 66, devançant Jean-Louis Bordeaux à 67. Bah bon, le tableau de bord de Paris Match, c'est vraiment un concours d'ectoplasme. Oui, le top 50 des escrocs. Tu vas encore plus loin que moi, toi. Bon, le prix des assurances va considérablement monter en 2011. L'augmentation des prix sera particulièrement importante. Ça, c'est une info qui est un peu passée à l'as. Hein. Qui en a entendu parler? Pas moi. Elle sera particulièrement importante dans le secteur habitation, c'est évidemment ce qui compte le moins, hein, avec des hausses qui vont se situer entre 3,5 et 8%. Selon le quotidien Les Échos. Alors, merci Père Noël. Je vous entends déjà râler, mais pas de mousse. Hein. Vous vous doutez bien que les salaires et les retraites vont augmenter dans les mêmes proportions, comme ils le font continuellement. Hein. Voilà. Alors qui a dit, au moment de sa campagne électorale, je serai le président du foutage de gueule? Jésus? C'est bien possible. Bon. Le tribunal de Nantes a finalement donné raison à Sandrine Moulaire, qui contestait le bien fondé d'une amende de 22 €, adressée, enfin, ou plutôt dressée par un motard de la police. J'ai entendu parler de cette histoire. Hein. Bon. Ce dernier avait estimé, en fait, que le porter un voile intégral au volant affectait la vigilance du conducteur, ou plutôt, plus exactement, dans le cas présent de la conductrice. Une référence à l'article 412.6 du Code de la route qui stipule que tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est que nous, on a un président qui gouverne avec des œillères et des boules qui tu vois, et on n'en fait pas tout un plat. Hein. Et puis, pour finir, c'est un véritable ultimatum qu'a lancé Nicolas Sarkozy à Laurent Gbagbo pour qu'il quitte son poste sans délai, a-t-il dit d'un ton ferme. Le président ivoirien qui s'accroche au pouvoir, hein, malgré sa défaite à l'élection présidentielle, ça fait de doute pour personne, hein, du 28 novembre dernier, doit partir avant la fin de la semaine, a déclaré le président de la République. S'il persiste à se maintenir en place, Laurent Gbagbo et son épouse seront nommément sur la liste des sanctions préparées par l'Union européenne, a déclaré Nicolas Sarkozy d'un ton, une fois de plus, très ferme. Alors tout ça, c'est du pipeau, hein, pour endormir la galerie. Parce que la réelle politique, ça vous dit vaguement quelque chose à tous les deux? Pas du tout. Pas du tout. Bon. Eh ben, savez-vous, par exemple, qui possède la concession du port d'Abidjan? Oh bah, oui, c'est Bolloré, non? Ah, voilà, il fait... mais non, mais alors là... Ah, voilà, c'est Bolloré qui possède... On sait ce que ça veut dire. C'est une manne de fric. Ah bah, il contrôle toute l'activité portuaire d'Abidjan. Non, mais j'ai dit Bolloré comme ça, parce que bon... Par qui ça a été signé? Je vous le donne, Émile, hein. Par le ventilateur. Non. Et puis, voilà, exactement. Oui. Donc, il y a toutes les chances, en fait, pour que le maintien de Gbagbo n'ait pas été décidé à Abidjan, mais à Paris, et avant l'élection, hein, sans même en attendre les résultats. Alors, encore une fois, c'est vraiment du foutage de gueule, ouais. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Moi, je pense que Laurent Gbagbo devrait dire à Sarkozy, moi je m'en vais, il devrait jouer ça, ce jeu-là, s'il cite des chaises musicales, quoi, parce que quand est-ce que l'Union européenne va poser le même ultimatum au ventilateur? Est-ce qu'il pourrait pas partir lui aussi avant la fin de la semaine? Nous, on pourrait. Nous, on pourrait, et puis voir ce que ça donne. Ouais. Et puis poser l'ultimatum. Voilà. Enfin bon, c'est toujours réjouissant d'entendre Raymond nous parler de ces oiseaux. Voilà, et pour se remettre un petit peu le moral... Ou demander peut-être à notre invité si une céramiste... ça s'intéresse à la politique? Oui. Une céramiste qui habite Nanterre s'intéresse à la politique locale. Ah bah oui. Je m'intéresse pas beaucoup à la grande politique. Le côté macro m'échappe. En fait, pas mal de trucs qui m'échappent. Par contre, au niveau local, pour travailler dans des associations, des choses comme ça qui sont assez militantes, je m'y intéresse un peu. Et je voulais juste revenir en fait sur un truc sur l'habitat. Parce que justement Nanterre, à ce niveau-là, on est bien au-dessus des quotas qui sont demandés
à certaines municipalités qui, elles, sont bien en dessous et qui n'ont aucune... Commune des voisines de Nanterre, Neuilly. Par exemple. Par exemple. Mais là, tu parles de la loi SRU, c'est ça? Oui. C'est-à-dire du quota de logements sociaux qui sont qui doivent être construits et attribués, construits et puis pour des familles qui en ont besoin. Et Nanterre est bien au-dessus. Donc, enfin moi, je suis contente d'habiter à Nanterre parce que je trouve qu'au niveau de la politique, de l'habitat, de la jeunesse, de la vieillesse aussi, il y a plein de choses qui sont mises en place. Et voilà, cette politique-là très locale m'intéresse. Au-delà, je suis un peu larguée, je dois dire. Non, mais c'est déjà pas mal, si tu veux. Voilà. La loi SRU, c'est un bon exemple de, quand je parlais de réel politique, c'est un scandale, la loi SRU. Non pas la loi elle-même, mais le fait qu'elle soit aussi peu respectée. Moi, le chiffre, il est terrifiant. C'est 80% du logement social repose sur 4% des communes en France. Voilà. Ça, c'est un chiffre terrible. Moi, j'ai un exemple un peu comme toi, Estelle. J'ai des copains qui sont des copains cocos. Hein, bon, même si je partage pas tout leur penchant pour le pouvoir, mais enfin bon. Et c'est à Bonneuil, et Bonneuil est à côté de Saint-Maur-des-Fossés. Saint-Maur-des-Fossés, c'est une ville bourge, et il m'avait raconté la dernière fois que je les ai rencontrés là que il y a un hôpital dans le coin. Je sais plus, bref, la municipalité de Saint-Maur refile. Il y avait des infirmières qui avaient besoin de logement. Et ben c'est la municipalité de Saint-Maur qui a demandé à Bonneuil de bien vouloir s'en occuper. C'est Bonneuil, une municipalité communiste, quoi. Et effectivement, Bonneuil, les mecs, ils avaient pas à foutre des infirmières à la rue, quoi. Donc, comme dans beaucoup de municipalités qui accueillent des gens comme ça, ils ont un surplus de... Voilà, comme le dit Jean, ils doivent être à 40-50% de... Mais on pourrait se demander ce qui se passerait s'il n'y avait pas des villes comme Nanterre ou Gennevilliers. Ou Bonneuil. Ou Bonneuil, exactement. Ou Bonpied, peut-être, je sais pas. Non, non, ça c'est loin. Mais s'il n'y avait pas des municipalités comme ça, et en plus elles sont accusées par les partis de droite tels que l'UMP d'en faire un fonds de commerce, c'est-à-dire de faire exprès du logement social, d'accueillir autant de logements sociaux pour avoir un fonds politique, un électorat politique acquis. Voilà. Délire. Hein. Ah oui, mais c'est exactement ce qu'on entend continuellement. Et faut lire les journaux de droite, c'est très instructif. Mais en même temps, c'est complètement faux parce que mes copains cocos là disaient, c'est des vieux. Bon, bref, ils disaient qu'ils perdent leur électorat parce que les gens n'ont aucune reconnaissance de. Ah mais aucune, bien sûr. C'est ça. Mais parce que, moi je vois j'en fais partie. On n'est pas très politisé, donc. Mais les gens que je côtoie dans ces associations, comme je travaille, j'interviens à Nanterre aussi. En tant que, alors, je fais de la mosaïque, je fais pas de la céramique, mais je fais de la mosaïque. Mais les gens parlent pas de politique, très peu, quoi. Ça dit milieu d'eux, quoi. Il y a que quand ça touche leur quotidien, vraiment. Là, par exemple, il y a tout un plan de réaménagement là avec le Grand Paris. Seine-Arche, là, il y a la Défense qui grignote sur Nanterre, et donc les gens ont peur parce qu'en plus je suis dans ce secteur-là. Donc les gens ont peur effectivement d'être délogés, d'être logés dans des logements qui sont hors de prix. Alors là, oui, ils s'intéressent un peu. Mais un tout petit peu finalement, pas tant que ça, parce qu'il y a des groupes de réflexion qui sont mis en place justement pour savoir ce dont ils auraient besoin, qu'est-ce qu'ils pensent de ce plan de réaménagement. Voilà, il y a vraiment des chantiers de réflexion qui sont mis en place, et très peu y vont, quoi. Oui, mais c'est ça. En même temps, moi, je trouve la politique, c'est ce qui touche la vie quotidienne. Le reste, c'est du spectacle, on va dire. Pour moi aussi, ça. Non. Quand c'est macro, c'est quand c'est à grande échelle, moi, c'est des questions de pouvoir à un moment donné, c'est tout. C'est tout ce que je vois, quoi. La quête du pouvoir. Bien, vous voyez que la céramique permet aussi de réfléchir, pendant qu'on fait monte ses pièces en terre. On a la tête qui tourne. C'est mignon, ça. Il tient la grande forme.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Je sais pas si vous avez remarqué, mais enfin, la voix de la Fédération anarchiste, elle est quand même pas mal, hein. Bon, à Racaille, la 83e, avec Piquet-Cou à la régie, Jean à l'instruction publique, et notre invité Estelle, qui va vous donner tout de suite le titre de l'émission, pas de l'émission, mais de la chanson que vous venez d'écouter. Donc c'était Tricky, et le morceau s'appelait Holo. Holo. Enfin, avec mon accent anglais. Ouais, ça, tu sais, c'est pas, il y a personne. D'accord. The Black Board. Tu as Jacques Baudouin à ta gauche et Maurice Chevalier en face de toi. Bon, bah, Maurice quand t'as Piquet-Cou, peut-être, hein. Ouais. Bon, bah, Maurice Chevalier, est-ce que tu peux nous rentrer dans le vif? Ouais, le roi Gourand, ça vous dit quelque chose à tous les deux? Moi, je connaissais pas jusqu'à recevoir le script. Ah bon, d'accord. Bon. Et moi, même après avoir reçu le script, que je connais toujours pas. Heureusement qu'il est mort, ça lui évitera de se prendre la tronche avec ce que tu viens de dire. Tu vois. Le pauvre André Leroi-Gourand qui était né en 1911 et qui est mort en 1966. Bah voilà, il est mort. Non, en 86. Oui, en 86. J'arrive même pas à lire mes notes correctement. Hein. Pour lui, en fait, chercher l'origine de l'œuvre d'art, ça c'est quelque chose que j'ai en fait fait pour toi. En lisant, j'ai essayé de trouver un lien avec ton métier qui est la terre un petit peu. Et oh, même chercher complètement, Jean. Hein, c'est complètement son métier. Oui, mais j'aime autant que ce soit elle qui le dise. Chercher l'origine de l'œuvre au-delà de... Chercher l'origine de l'œuvre d'art au-delà de ce que nous admettons universellement comme tel, en fait, c'est répondre à la question: à partir de quand l'homme est-il homme? Tant il est vrai que l'on peut affirmer... Hein, oui, c'est vrai, c'est passionnant, j'ai lu. C'est extraordinaire. Tant il est vrai qu'on peut affirmer aujourd'hui que l'humanité a produit des œuvres d'art dès l'Homo sapiens. Hein. Là, ça c'est communément admis. Mais si nous remontons plus loin dans l'échelle des anthropiens, hein, les anthropiens sont les premiers en fait dont les caractéristiques plutôt physiques sont celles du type humain, hein, précisément. Le besoin esthétique, pour autant évidemment qu'il puisse être identifié, hein, se traduit par des objets pour le moins rudimentaires. Mais c'est une question fondamentale hein, qui nous amène à réfléchir sur ce qu'est l'art et qui nous force à regarder bien au-delà de nos propres œuvres, hein, puisque ces objets rudimentaires, aussi rudimentaires soient-ils, on est bien forcé d'imaginer qu'il y a un moteur autant pratique qu'esthétique et inversement, hein, qui ont préludé à leur réalisation. L'apparition des œuvres d'art de l'âge du renne est un phénomène récent, puisqu'on leur prête une quarantaine de milliers d'années. L'histoire des hommes s'est au 9/10 déroulée, lorsque de manière soudaine apparaissent les statuettes d'ivoire et les animaux décorant les parois des cavernes, ce qu'on appelle l'art pariétal. Hein. Y eut-il des œuvres antérieures? Dès les débuts de la science préhistorique, on a soulevé la question des pierres figures. Ce sont le plus souvent des rognons de silex brut dont la forme évoque celle d'un animal, voire d'une tête humaine. Certaines ont été trouvées dans le même gisement que des silex effectivement taillés en outils, mais de sérieuses raisons portent à les considérer avec une grande prudence, car elles n'offrent de manière très générale aucun signe formel d'aménagement par l'homme. De plus, on les rencontre toujours semblables à elles-mêmes à toutes les époques de la préhistoire. Ce sont nos seuls éléments de recherche. Si l'homme des premiers temps dessinait du bout des doigts des cercles sur le sable, s'il grattait des silhouettes sur l'écorce des arbres, s'il se zébrait le corps de longues traînées de charbon de bois, nous l'ignorons. Qu'entendre d'ailleurs par l'homme? S'il s'agit de l'homme identique à nous-mêmes, de l'homo sapiens, tout est résolu, puisqu'au voisinage des plus vieux squelettes qu'on possède de l'homo sapiens, on a trouvé des statuettes, des gravures, des peintures. Mais la science, dans ses diverses tendances, convient bien aujourd'hui du fait que d'autres formes humaines ont précédé la nôtre. Toutes ou tous possédaient le feu et taillaient des outils dans le silex. Cette humanité différente de la nôtre était beaucoup plus variée que ne le sont entre elles les races actuelles. Certains de ces anthropiens primitifs avaient des caractères plus évolués que d'autres, et l'on peut dire de tels d'entre eux qu'il est néandertalien par la face et moderne par le cerveau, alors que tel autre présente des caractères inverses. À certains de ces anthropiens, qui offrent une infinité de nuances dans leur développement mental, il n'est pas déraisonnable de prêter une activité esthétique au moins rudimentaire.
y a-t-il un art des origines? Il paraît bien difficile d'admettre que ces êtres n'aient pas éprouvé une certaine satisfaction esthétique, parce que c'étaient d'excellents ouvriers qui savaient choisir leur matière, composer avec ses défauts, orienter les fractures avec une totale précision, sortir du bloc de silex brut une forme exactement correspondante à leurs désirs. Leur travail n'était pas automatique, guidé par des suites de gestes d'un enchaînement rigoureux. Ils mobilisaient à chaque instant la réflexion et certainement, dans les circonstances favorables, le plaisir de créer un bel objet. Voilà, remarquable, non? Absolument, tout à fait. Leroy-Gourhan. La plupart de ses œuvres sont rééditées chez Albin Michel pour environ 10 €. Vous pouvez commander les livrets à la librairie Publico, 145 rue Amelot, métro. Aubercon, Fille du Calvaire et République. Et ça, c'est seulement depuis quelques semaines. Ouais. Mais je suis fier d'avoir trouvé la 3e station de métro. Voilà, c'est dans le 11e arrondissement de Paris. Je vous rappelle le numéro de téléphone. 01 48 05 34 08, comme ça vous commandez les livres d'André Leroy-Gourhan avant d'aller les chercher. Et ils ont un site internet, c'est après les W, librairie-publico.com. Voilà, merci infiniment Jean. Je me tourne maintenant, je tourne mon gros crâne pelé vers Estelle pour lui demander si elle a un commentaire sur cet extrait de cet écrivain qui s'intéressait aux arts primitifs. En fait, en recevant le script hier, j'ai pu lire, parce que là, sinon j'aurais été dans l'embarras, je crois, quand même. Et de fil en aiguille, je suis tombée sur un documentaire sur les grottes de Lascaux et la reconstitution des grottes de Lascaux, justement. Il expliquait, parce que c'était dirigé par le roi Gourhan. Il expliquait justement, effectivement, comme c'était pensé, réfléchi, enfin vraiment... parce que toutes les cavités, les anfractuosités, tout ça était vraiment utilisé dans leur peinture, quoi. Et c'était vraiment, c'était réfléchi, quoi. Et c'était pas uniquement un truc magique comme ça qui était là. Voilà. Et ce qui m'a en plus interpellée, c'est qu'ils utilisaient les ocres, les oxydes, et que ce sont des choses que je peux utiliser moi en travaillant la terre. Quand je cherche, quoi, je travaille peu avec les... Enfin, je mets des émaux, parce que dans des pièces utilitaires, pour boire dedans, c'est un peu inévitable. Mais Robert a vu sur le marché, l'extérieur, je les émaille pas. Enfin, j'aime bien garder la terre brute. Et c'est vrai que du coup, de voir hier ce documentaire sur les grottes de Lascaux, ça me causait bien, quoi. Où est-ce que tu l'as trouvé, tu te rappelles? Sur Internet. J'ai dû taper Leroy-Gourhan. Et peut-être art pariétal ou un truc comme ça. Et c'était un documentaire, je pense. Ina, je sais oui, probablement Ina. Ouais, ça devait être ça. D'accord. Mais très intéressant, ça dure une vingtaine de minutes et on voit vraiment des peintres et des sculpteurs reconstituer la grotte, quoi. Et il explique. Enfin, c'est vraiment très intéressant, quoi. Et puis moi de voir avec les ocres, de redessiner, de prendre de manganèse, de l'oxyde de manganèse que j'utilise aussi d'ailleurs, du cuivre, du cobalt, enfin des minéraux comme ça. Et les techniques aussi, de prendre la petite baguette, de souffler, d'aspirer le manganèse et de le ressouffler sur la paroi. Enfin, c'est vachement intéressant. Voilà. Le texte, quand je l'ai lu, je me suis dit waouh, parce que je me doutais bien que c'était en lien avec moi. Mais je dis bon, alors voyons, Leroy-Gourhan, de quoi qu'il cause. Ouais, parce qu'ici, tout est préparé aussi. Mais oui, comme j'ai vu les ça. hommes préhistoriques, nous préparons. Non, mais je me disais que c'était bien d'essayer de trouver d'ailleurs, quelque chose qui la touche, mais j'ai pas trouvé de texte Il y a peu, en fait, de philosophes, par exemple, qui ont écrit sur la céramique, c'est étonnant. Il y a pourtant de quoi, hein. Ouais. Il y a, alors, c'est pas de la philosophie, mais, je sais pas, Robert, si t'as vu le blog que j'ai, là, le texte, il est extrait d'un livre qui est sur une initiation d'un jeune homme et ça se passe dans l'Égypte ancienne. Et à un moment donné, les questions, donc il fait des différents stages dans différents corps de métier, notamment à un moment donné, chez un potier. Et, il parle de l'axe qu'on ne voit pas. Et pour moi, c'est très... Ça me cause, quoi. Parce qu'effectivement, quand on tourne une pièce,
si on n'est pas centré, difficile de centrer la pièce. Et en même temps, l'enfant dans le livre explique, mais je ne vois pas l'axe. Et le maître lui dit, mais qui a vu l'axe? On ne le voit pas, quoi. Et bon, alors après, chacun s'est porté... se laisse porter par cette réflexion, quoi. Mais... Et sur ton blog, là, tu as les références de oui, ce, à la de fin, ce livre. j'ai fait des extraits de, j'ai mis les extraits de ce passage-là, Oui. et à la fin, j'ai le nom de l'auteur D'accord. et le titre du livre. Pois chiche, ça s'appelle, je crois, le titre du livre. Et je me rappelle plus le nom de l'auteur, j'arrive jamais à le retenir, c'est un peu compliqué. Airbag, E-R-B-A-K. C'est Airbag Pois chiche, et après, le nom de l'auteur, je me rappelle plus. D'accord. Le roi Gourand, tu retiendras plus facilement. J'ai retenu, ça y est, là, il est imprimé. Oui, tu as en partie répondu à la question que j'ai envie de te poser. Quand tu travailles, et qui m'avait interrogé là-dessus sur cette manière de faire parler les invités de leur travail, mais de jamais aborder le plaisir ou la jouissance qu'ils peuvent éprouver en travaillant et pourquoi ils l'éprouvent. Et donc, bon, si chez un peintre, c'est peut-être un peu plus distancié, mais parce qu'il y a un pinceau entre lui et son travail, mais toi, tu es avec tes mains directement au contact de la terre. Et qu'est-ce que tu éprouves quand tu travailles, justement, quand tu touches la terre, est-ce que là-dedans, il y a aussi, tu trouves quelque chose le plaisir de continuer, est-ce que ça joue dans ton... Déjà, au niveau du contact, c'est quand même quelque chose d'extrêmement agréable de travailler la terre. D'abord, moi, les peu de fois où j'ai essayé la peinture, le pinceau m'énerve. J'ai besoin d'être en contact direct avec la matière. Donc, si je vais dans la peinture, très vite, ça va être avec les mains, quoi. Parce que parce que justement, il y a une distance, quoi. Le pinceau avec c'est pas possible, quoi. Faut que je touche. Donc la terre, pour ça, c'est formidable. C'est un matériau que j'aime beaucoup parce qu'il est très malléable. On a le droit de rater, on peut recommencer. Tant que c'est pas cuit, on recycle à l'infini. Enfin, et puis ça offre un tas de possibilités. Enfin, la céramique, il y a de la céramique industrielle, il y a de la céramique artisanale, il y a de la céramique artistique. Vraiment, enfin. J'ai l'impression que toute ma vie, je pourrais trouver des pistes différentes. Et ce qui m'anime, alors il se trouve que c'est la terre, parce que je trouve que c'est un matériau qui offre beaucoup de possibilités, qui moi m'interpelle. Mais ce qui m'anime, c'est de chercher, en fait, quel que soit le matériel, en fait. Mais de chercher ce que je peux faire avec, que ça m'amène sur une piste. Ah oui, ça. Et puis si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ça. Finalement, la fin en soi, elle est peu importante. C'est le cheminement, finalement, qui, moi, m'intéresse. Et c'est là où ça me porte. C'est ça. C'est vraiment la quête. Chaque break plus tard. C'est intéressant parce que c'est la réflexion de Picasso. Ce qui l'intéressait, c'est de chercher, c'était pas forcément trouver, quoi. Tu vois, il disait que toute la jouissance c'était dans la recherche. Et la réalisation finale, voilà, c'était une réalisation, mais... Il a dit l'inverse, mais c'était de aussi, la provocation. Oui. Non, il a dit je cherche pas, je trouve. Oui, il a dit aussi ça. Évidemment, ça voulait dire l'inverse. Ouais, tout à fait. Et il a dit je construis pas, je détruis. Enfin, une œuvre pour lui, un travail réussi, c'était un travail de destruction. Tu vois, en quelque sorte. Mais c'est comme ça, on peut réfléchir dessus, c'est pas tout à fait. Mais c'est intéressant ce que tu racontais, parce que j'ai fait de la poterie, moi, j'appelais ça la poterie à l'époque, pendant 1 an quand même, tu vois, c'est pas rien, et j'ai jamais réussi à m'habituer à la sensation de la terre qui sèche sur les mains. J'étais obligé d'arrêter au bout d'1 an, c'était de pire en pire le rapport à la matière, tu vois. Donc je trouve ça étonnant d'entendre quelqu'un d'autre qui est dans le plaisir au contraire. Tu vois. Mais c'est-à-dire que c'est vrai que, en plus, moi j'ai la peau sèche, c'est vrai que la terre quand ça sèche, ça m'agresse bien les mains quand même aussi. Mais c'est après. Tant que je suis dedans, c'est bon, quoi. Ah oui, donc tu as quand même un problème avec la sensation de la terre qui sèche. C'est-à-dire que ça m'assèche beaucoup les mains, quoi. Donc à chaque fois j'ai un pot de crème pour réhydrater ma peau, parce que sinon c'est... Alors vas-y, dénonce, c'est quoi, Mixa, Nivea? Non, je dénoncerai pas. Si je peux me faire de participer à cette conversation.
Sur les produits de beauté. Tu en as fait aussi. J'ai eu un atelier de terre, mais de terre brute, et moi justement, quand ça séchait sur les mains, j'étais vachement content parce que tu sais, alors je pliais mes mains, ça craquait, ça fait des vieilles mains, ouais. Ça faisait des choses, ça faisait penser, oui, ça faisait penser aux sculptures, enfin aux sculptures et qui pouvaient comme ça, ça mettait à plier les doigts, tout se cassait. Non, j'aimais beaucoup ça, tu vois. Ouais. Et quand tu parlais de terre brute que t'aimais, c'est vrai que j'ai vu à la Bastille quand les quelques fois où t'exposes, c'était ton travail, de la terre brute à l'extérieur, et moi je suis très sensible à ça parce que je trouve que il y a une beauté dans la terre brute, même pas cuite, seulement séchée. Il y a quelque chose de, tu vois, séchée, je trouve qu'elle est plus sensuelle que cuite, tu vois, parce que séchée, tu peux encore, il y a une douceur, il y a une chaleur, tu vois, qui disparaît avec la cuisson, un peu. Je t'ai pas fait l'expérience. Dominique, je te l'avais fait, l'expérience du pot, là. Oui. Ouais. Non, la prochaine fois. Non, je parle de la douceur de la terre, justement, parce que comme je les cuis pas, pour qu'elle soit agréable au toucher, parce que c'est très important pour moi le toucher. Je les polis, je polis l'extérieur. Ouais. Et du coup, comme les pores sont fermés, c'est vachement doux. Mais franchement, c'est extrêmement doux, quoi. Absolument. Piquet-Coup peut en témoigner. Avant que Piquet-Coup témoigne sur cette radio, il s'écoulera encore un peu d'eau. Sous le pont Mirabeau, mais bon. Non, quoi qu'elle est un petit peu plus mutine que Maïté, quand même. Oui, mais enfin, ça, il n'y a pas de quoi non plus être inscrit au livre des records, tu vois. Bien. La voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans messe, sans publicité. Ça chauffe sous le casque, vous verriez la fumée qui sort de mes oreilles. Avec, à Racaille, toujours, la 83e, avec Maïté Piquet-Coup, plutôt sa remplaçante à la régie, qui me regarde d'un nez sévère. On croirait vraiment Maïté quand elle est en pleine forme. Jean à l'instruction publique, dont vous venez de savourer un texte de Gourand. Louis Leroy. André Leroy-Gourand. André Leroy-Gourand. Bon. Et Estelle, qui nous a commenté ce texte brillamment, on doit dire. Absolument. Oui. Pour nos invités à venir, prenez-en de la graine, en fait. Voilà. On en a eu quand même quelques-unes particulièrement brillantes. Oui. Et là, c'est dans la veine, des particulièrement brillantes que nous avons eu la joie d'accueillir ici. N'est-ce pas, Juliette? N'est-ce pas, Juliette? Parce qu'il y a deux Juliettes, hein. Juliette,
la thésarde, et Juliette, la graveuse, comme elle m'a bien fait remarquer, parce que je l'appelais graveur, elle m'a dit non, je suis une graveuse. Je déteste graveuse. Oui, c'est comme sculpteuse. C'est tout près de graveleuse, quoi. Alors, oui, c'est très tendancieux au bout d'un moment. Ouais. Est-ce que cette musique, elle avait été annoncée ou pas? Non, je vais le faire. Je me méfie maintenant. Ça fait ricaner tout le monde ici. Donc c'était Dick Dale et ça s'appelait Mircilou. Bien, donc toutes les musiques de cette émission, vous avez pu le remarquer, sont un choix d'Estelle. Jean? Oui, la fumée en fait qui s'échappe des oreilles de... Parce que moi je la vois, vous pouvez imaginer. Cette fumée est blanche et je sais pas pourquoi, revient à l'esprit Abemous Papam en fait quand je le regarde. Bon, d'accord. Eh bien, passe-moi les fonds. Je vais vous parler de, puis on finira là-dessus avec le paléolithique, des Vénus en fait. De Brassempuis, de Lespug et de Willendorf. J'ai pris les trois plus connus. Oui. Oui. La plupart des Vénus paléolithiques figurent des femmes, hein, il faut quand même le dire. Enfin, encore que la Vénus de Brassempuis, on n'a que la tête, mais figurent des femmes délicieusement rondes, hein, dont le tissu adipeux est très développé au niveau des fesses. C'est pour ça que j'ai une faiblesse, moi, pour les Vénus du... Ça m'intéresse moins les gros seins. Je suis désolé, mais on a tout. Chacun ses fantasmes. Elles ont les deux développements quand même. Oui, mais bon. Les seins et les fesses. Je sais pas. Moi, c'est les fesses. Bon, c'est mon principal moteur dans l'existence. T'es pas tout à fait anormal. Là. Non, pas complètement. C'est partagé par beaucoup de mecs. À moitié anormal. Bon. Des caractères généraux peuvent être dégagés sur toutes ces Vénus. La partie centrale du corps est surreprésentée, on va dire, alors que les mains, les pieds. Les membres supérieurs et les jambes sont atrophiées, j'irai pas jusque là, mais enfin disons négligées plutôt, hein, c'est à peine ébauché. Hein. Si l'on accepte évidemment la dame de Brassempuis, donc comme je l'ai dit, et celle de Dolny Vestonice aussi, mais dans une moindre mesure, parce que dans mon souvenir il y a que la bouche en fait qui est représentée. Parce que Brassempuis c'est la petite figure. Oui, c'est la petite tête, oui, c'est de l'ivoire de mammouth. Ouais. D'accord. T'as vu, hein, il a fallu aller chercher celui-là. Les traits du visage ne sont pas représentés en fait. Hein. La fonction exacte de ces statuettes n'est toujours pas vraiment connue, même si évidemment il y en a beaucoup qui avancent des hypothèses. Hein. Elle révèle quand même un univers rituel évolué, fondé sur la croyance en des pouvoirs magiques. Ça, on peut quand même l'imaginer. Hein. Elle donne surtout une idée des aptitudes mentales des Homo sapiens, hein. Système religieux et rituel, structure sociale, etc. Elles sont sculptées la plupart du temps dans de l'ivoire de mammouth, comme évidemment celle de Brassempuis, de l'os ou de la pierre. Au moment de leur découverte, en fait, les premières Vénus ont été datées de l'Aurignacien. C'est un peu globalement, hein. L'Aurignacien, c'est moins 37 000, moins 29 000 avant notre ère. Hein. J'aime beaucoup le nom Aurignacien. Oui, moi aussi, je sais pas pourquoi. Ouais. Ignatien. C'est un petit nom charmant. Et ça, c'était par l'abbé Breuil, un des grands spécialistes français de la préhistoire. Hein. Depuis la chronologie, on va dire, c'est un petit peu affiné quand même, et de nouvelles pièces ont été découvertes lors de fouilles précises, si bien qu'elles sont maintenant affectées au Gravecien. Je suis sûr que tu vas moins aimer ça. Ouais, c'est vrai. Quand même. Gravecien. Tiens, à nouveau, tu vois. Gravecien, graveuse, hein, Juliette. Ah oui. C'est pas joli. Oui. Le Gravecien, précisément, c'est la période qui s'étend de moins 29 000 à moins 22 000, hein, ou carrément au début du Magdalénien, qui va lui de moins 17 000 à moins 10 000. C'est tout proche de nous, hein. Ça, oui, c'est très joli aussi, Magdalénien. Oui, ça aussi. Hein. Ça c'est vrai. La datation de bon nombre d'entre elles reste cependant imprécise, voire impossible, hein, parce que certaines en fait ont été découvertes avant les fouilles modernes, d'autres étant des trouvailles de surface uniquement. Hein. On a découvert un grand nombre de ces statuettes dans des régions d'Europe fort éloignées les unes des autres, du sud de la Russie, à la côte atlantique, soit près de 2000 kilomètres. Hein. Cela témoigne de l'étendue en fait des contacts entre les différentes communautés d'Homo sapiens.
et de l'appartenance de celle-ci à un même système de rituels. Mais enfin, ça, c'est un peu trop vertigineux pour nous, hein. On l'évoquera pas aujourd'hui. L'aire de répartition, comme je l'ai dit, est extrêmement vaste, hein. Elle comprend la France avec les Pyrénées principalement et la Dordogne, l'Angleterre, mais là, il y a un seul exemplaire qui, en plus, a depuis été égaré, hein. L'Italie, l'Allemagne, la Russie, je sais pas, c'est quand même pas un coup d'André Malraux, je pense pas, l'Allemagne, la Russie, dont la Sibérie. Les plus anciennes représentations artistiques de la femme en Europe sont essentiellement, évidemment, des symboles sexuels, hein. Dès l'Aurignacien, c'est pour faire plaisir à Robert, oui. Les hommes de Cro-Magnon gravent dans le croc des vulves stylisées. Oh. Quelques millénaires plus tard, au Gravecien, oui. Apparaissent les premières Vénus qui vont demeurer l'expression artistique dominante pendant près de 10 000 ans, hein, jusqu'au Solutréen. Le Solutréen, lui, c'est justement la période qui manque entre le Gravecien et le Magdalénien, c'est-à-dire moins 22 000 à moins 17 000. Voilà, c'est jamais très très précis, mais bon, hein, c'est souvent un peu rond comme ça. Alors la Vénus de l'Espugue, elle est haute de 147 mm, c'est toujours des choses assez petites, hein. Donc ça, 147 mm se traduit pour ceux qui ont des problèmes avec les millimètres, c'est 14,7 cm. Elle est taillée en ronde bosse dans une pièce d'ivoire de mammouth, elle aussi, bien que sa couleur ne l'indique pas tout de suite parce qu'elle est très sombre. Elle a été découverte en fait en 1922 dans la grotte des Rideaux à l'Espugue, en Haute-Garonne, et elle est datée, disons, de moins 23 000 ans. Hein. C'est en fonction des cheveux. Elle était en fait dans une couche qui correspond au Gravecien, donc c'est comme ça qu'on a pu à peu près mesurer. Hein. Elle a certainement, enfin, les plus belles fesses de toute l'histoire de l'art. Moi, je le dis, je m'avance. Bon, faut dire que, oui. Hein. Oui. Il y a de quoi rendre... C'est du super XXX calipige. Exactement, c'est du... La Vénus de Hottentote à côté, elle peut se rhabiller. On peut la voir au Musée de l'Homme, alors ne vous en privez pas, hein, parce qu'on peut la voir au Musée de l'Homme à Paris. La Vénus de Willendorf, elle est haute de 110 mm, donc elle est encore plus petite, hein, 11 cm. Elle est taillée en calcaire oolithique. C'est le oolithique, c'est un calcaire de sédimentation en fait. Hein. Un calcaire coquillé, non? Non. Ah mais c'est possible. Non. Coquillé, tu dis? Oui, nous n'employons pas les mêmes termes, mais peut-être sédimentation, ouais, pourquoi pas? Ouais, je sais pas. Je sais pas. Et elle est datée de moins 29 000 ans. La Vénus de Dolny-Vestonice, elle est haute de 114 mm. Elle est modelée dans un mélange d'argile et d'os broyé. Elle est datée de moins 26 000 ans. Et puis, je finis avec la Vénus de Bras-en-Pouille, hein, donc elle aussi du Gravecien, qui c'est vraiment un minuscule fragment d'ivoire en fait. C'est la merveille des merveilles. Hein. 36,5 mm. Donc, ouais, d'accord, ouais. 3 cm,65, donc 3 cm et demi, on va dire. Hein. C'est une des premières représentations connues du visage humain. Ouais, c'est tout petit. Ouais. Elle figure dans un style étonnamment réaliste, hein, surtout quand on la compare évidemment aux autres, et bien qu'elle n'ait pas de bouche en fait. Une tête de jeune femme soigneusement coiffée, d'où son surnom, ce qu'elle a sur la tête est très travaillé, et c'est de là d'où lui vient son surnom, pardon, excusez-moi, de dame à la capuche. J'ai toujours troublé quand il parle de dame. Surtout, ouais, de Vénus, de Dame et tout. Bon, en tout cas, je vous mettrai ces 3 ou 4 Vénus les plus importantes du Paléolithique sur le blog de l'émission, http://arracaille.blogspot.com. Oh, merci beaucoup, Jean. Alors, on est tout est beau. Voilà. Par ce texte. C'est bien. Estelle, est-ce que tu as un commentaire qui pourrait avoir rapport avec ton travail? Ou même pas, d'ailleurs, mais bon. C'est pareil, hein. L'Espugue, la Vénus de l'Espugue, j'avais une représentation, mais par contre les autres je connaissais pas, donc je suis allée voir. Et effectivement, j'ai découvert une qui était en terre. Ça m'avait interpellée justement, mais je savais pas qu'elle était en terre et en os, ouais, les deux mélangés. Mais ce qui me surprend moi beaucoup, c'est la petitesse des sujets. Et je me dis, mais avec quel type d'outils vous pouvez travailler des choses aussi précises et
Enfin, je reviens au texte précédent, quoi. Ah oui, non, mais tu as complètement raison. Ouais, impressionnant. Et puis, il y a un autre truc qui m'a interpellée hier en regardant, alors c'était la Vénus de Bransoupi. Bransoupi, oui. Bransoupi. En la regardant, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un rapprochement avec Brancusi et ses sculptures. Ah ouais. Mademoiselle Pogani, je me suis dit, c'est incroyable, quoi, Enfin, je sais pas, ça m'a apparu comme une évidence qu'il y avait un lien. Bon, il y en a peut-être pas du tout, mais en tout cas, moi... Mais c'est fort possible qu'il y en ait. Moi, je trouve qu'il a retrouvé... surtout cette petite tête toute seule, là. Parce que lui-même, je suis complètement d'accord avec toi. Des têtes comme ça, posées. Des fois juste des ovoïdes. Ouais, tout à fait. Et on retourne au galet qu'évoquait Jean, qui pouvait représenter une tête. Voilà. Oui, les silex, enfin, de forme ovoïde, tout à fait. Ben, on a retrouvé aussi des sculptures comme ça, des premiers Grecs, et on est c'est du Brancusi pur. Hein. Tout à fait. Bien, et ben oui, que c'est une émission quand même assez érudite. Il est là, il mâche ça comme si... Incroyable, qui l'eût cru. Non, moi j'aime bien comme ça se passe comme ça, voilà. Ça on peut se renvoyer des choses et puis enrichir un petit peu nos connaissances. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, nom de Dieu, la plus rebelle des radios, nom de Zeus, avec Piquet-Cou à la régie, Jean à l'instruction publique, notre hussard noir, Estelle, notre invitée. Oh, Estelle, si vous le saviez, vous n'avez pas de pauvre. Mais nous, on a... Et Jean qui va tout de suite nous parler des expos, après quoi, nous ferons les petites annonces trad, c'est notre écho à notre radio chérie, et puis on se finira, nous on a le pot de pouvoir le faire, avec notre invitée Estelle. Voilà, juste avant les expos, une toute petite anecdote très courte, je vais essayer de faire très court, parce que j'ai un lien secret en fait avec André Leroy-Gourand. Lui, il n'est même pas au courant, lui, de là où il est, de toute façon, bon. Ouais.
J'ai eu une prof d'histoire de l'art, en fait, qui ne s'intéressait qu'à la préhistoire, dont elle était une grande spécialiste. Donc, elle ne nous a jamais fait autre chose que de nous parler de la préhistoire. Et la grande aventure de sa vie, c'est qu'elle avait travaillé avec André Leroi-Gourhan. Et elle nous racontait sans cesse les visites de grottes avec lui, les trucs. Et alors, c'était carrément de la spéléo, quoi. Il passait comme ça, quatre pattes dans des galeries sans savoir s'il pourrait ressortir à l'autre bout et tout. Et évidemment, bon, ça a fini par m'inspirer une fausse couverture de livre, c'est un folio, enfin Gallimard quelconque, un livre de poche en tout cas. Et j'ai donc représenté un monsieur avec une dame derrière lui, ou je sais pas dans quel ordre ils étaient, en tout cas. Ouais, c'est le bon ordre là. Et j'ai évidemment le nom de l'auteur, c'était le nom de la prof en question, et le titre du livre, c'était À quatre pattes avec Leroi-Gourhan. Et évidemment, j'ai fait circuler ça dans la classe, ça a fini par atterrir sur le bureau de cette dame. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, je m'excuse auprès d'elle aujourd'hui, c'est vraiment lamentable, c'est une tâche dans ma vie. Bon, enfin, voilà. Bien. Si jamais elle s'est reconnue, elle nous écoute et qu'elle s'est reconnue, si elle pouvait me pardonner, ça m'aiderait à vivre. Radio Libertaire Confessionnal. Voilà. Abemous Papam tout à l'heure, c'est peut-être ça, c'est peut-être la fumée en fait. Cette fumée si blanche qui sort du casque de Robert. Alors Dorée de feu, ça c'est la première expo, c'est au musée du Moyen-Âge. 6 place Paul Pinlevé. J'aurais aimé vous conseiller des expos évidemment d'art pariétal, mais il faudra aller voir sur place. C'est dans le 5e arrondissement de Paris et ça c'est jusqu'au 10 janvier. Un panorama en fait ça va intéresser notre ami Igor, oui, qui nous écoute encore. Oui. Panorama de la période médiévale en fait en Slovaquie pour redécouvrir la place de ce foyer artistique de premier plan dans l'Europe du XVe siècle. Éléments de retable sculptés et peints, objets d'orfèvrerie, manuscrits, il y en a pour tous les goûts. Ces œuvres frappantes par leur dimension, leur opulence et surtout la qualité de leur décor donnent un aperçu de l'intensité et de l'étendue de l'activité artistique donc en Slovaquie au XVe siècle. Et puis France 1500. On est dans la même période, c'est au Grand Palais, ça c'est les Galeries Nationales, c'est-à-dire entrée par le numéro 3, avenue du Général Eisenhower, c'est donc dans le 8e, et c'est aussi valable jusqu'au 10 janvier. Première manifestation d'envergure consacrée à la période charnière constituée par les règnes de Charles VIII et de Louis XII, dominée par la personnalité d'Anne de Bretagne, épouse successivement de ces deux rois. Voilà, époque de développement culturel, on sait peut-être pas toujours, placée sous le signe de l'humanisme, il n'y en a pas eu tant que ça, ce fut surtout un temps d'épanouissement, comme de contraste sur le plan artistique. Voilà pour les expos. Voilà, expos qui vont vous voir très bientôt dans la queue. Bon, bref, je suis mal barré, là. Non, mais on comprend très bien ce que tu veux dire, c'est-à-dire que c'est à se demander si on doit continuer de conseiller des expositions. Ah oui, quand on voit les queues qu'il y a. Ah oui. Bon. Il n'y a plus personne ne veut mourir idiot, vous avez remarqué. Ouais. Non. Surtout pas les auditeurs de Radio Libertaire. La radio, sans Dieu, sans maître, sans pub, une radio rebelle, avec des animateurs rebelles, des émissions rebelles, enfin tout est rebelle, quoi. Cette radio que vous pouvez soutenir en achetant la carte d'auditeur, 21, que vous pouvez trouver à la librairie Républico 145 rue Amelot à Paris dans le 11e, métro Fil du Calvaire vers Caen, République. et puis aussi cette librairie Républico, voilà, c'est un incontournable lieu de la capitale où vous pouvez vous approvisionner en bouquins militants, mais pas que, littérature générale, et puis tous les gadgets qui existent actuellement dans ces lieux de culture, comme les t-shirts, les affiches, etc. Avec deux permanents très sympathiques, Laurent et Max, qui vous accueillent, qui vous guident et qui empochent vos thunes à la sortie. Il faut pas oublier. Alors, pas de reprise individuelle à la Républico, comme vous le savez, surtout pas le Monde Libertaire, que vous pouvez chourer dans tous les kiosques qui en ont, mais pas à la librairie Républico. Le Monde Libertaire, le magazine de la Fédération anarchiste, un magazine que vous devez absolument lire, relire et relire, quasiment l'apprendre par cœur, toutes les semaines. Bon, c'est un petit boulot, d'accord, mais après vous serez bon idiot, il me semble. Avec des illustrateurs sympas, des textes extraordinaires sur l'actualité, le passé, le présent, l'avenir. Bref, un magazine
qui fait la nique à des choses comme non, je ne vais pas en parler parce que bon, c'est la fin de l'année, il faut être tolérant. Mais bon, c'est le seul côté. Et puis on retrouve Estelle maintenant que j'ai fait ma BA hebdomadaire pour finir cette émission avec elle. Je me tourne donc vers elle pour lui demander quel était le dernier morceau musical qui a été... Alors tout à l'heure, on a entendu Arnaud, They Look at Me. D'accord. Voilà. Et le prochain sera Jacques Brel, La Quête. La Quête. Et on terminera avec ça, puisque comme il y a eu moins de séquences dans cette émission, on a moins de pauses musicales. Bien. Estelle, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure ce rendez-vous sur ton travail, sur tes motivations, sur ton actualité. Ton actualité aussi, bien sûr. Mon actualité. Eh bien, si, quand même. Je suis en train d'essayer je travaille sur la boîte. L'objet boîte, c'est un objet qui c'est mon objet chouchou, la boîte. Je sais pas trop pourquoi. J'essaie d'y réfléchir. Je crois que et plus j'y réfléchis, plus c'est compliqué. Bref, je travaille sur la boîte je travaillais sur la boîte et là j'ai vu qu'il y avait un concours à Genève sur l'objet boîte, donc je prépare ça, voilà. Je suis en train de chercher quelle boîte je vais présenter. Mais dans quel matériau ? La terre. La terre. Oui. Mais tu as déjà fait un travail sur les bâtiments. Les bâtiments, oui. Alors c'était les boitiments. Les boitiments. C'était les boitiments. Je l'aurais dit comme ça, mais bon. Non, mais enfin moi j'ai vu quelques exemplaires, c'est magnifique. Ouais. Ouais. Et je continue un peu dans cette lignée de choses qui pour moi m'évoquent les vieux bâtiments d'usine, des choses comme ça. Et en ce moment, du coup, j'essaye d'insérer des boulons, des vis, des écrous avec la terre et là ce qui est en train de germer et là où je suis en train de chercher, c'est vraiment alors je sais pas encore si je vais faire autour ou à la plaque, puisqu'il y a plusieurs façons de travailler la terre. Et mais je suis en train d'aller vers la plaque plutôt et d'assembler comme si c'était des plaques métalliques en fait et de construire mes bâtiments comme ça avec mes boulons, mes écrous borgnes et tout. D'ailleurs, je découvre plein de trucs au niveau de la quincaillerie, des vis, des machins. C'est assez impressionnant tout ce qui se fait et l'impression de me retrouver dans une boulangerie des fois en train de regarder. Ah oui, celui-là il est joli, il irait bien. Voilà, donc j'essaye je travaille sur la boîte en ce moment. Ouais, sur la boîte. Mais dans cette histoire de boulons, d'écrous, etc. En métal. Oui. Donc avec la terre, il n'y a pas un problème de séchage, de fissurage. Alors, et puis si tu les cuis, en plus, il va y avoir parce que c'est quand même. Alors j'ai fait des essais. Ouais. Il y a longtemps déjà, j'ai fait des incrustations de métaux dans la terre pour voir justement comment ça se passait. Donc effectivement, comme la terre elle se rétracte, si on prend une terre qui est fine, elle a tendance à se fissurer. Ouais, toi, tu prends une chamottée. Donc je prends une chamottée. Mais là, en l'occurrence, ce que je fais, c'est que je prévois les trous où je vais fixer mes écrous et mes machins. Et du coup, donc je suis vraiment en train de chercher pour l'instant. Donc j'ai fait des trous et donc je mets mes vis après cuisson. J'ai également essayé de faire les trous, mettre mes vis et de cuire les vis avec, les écrous et tout ça. Donc j'aime bien aussi parce que ça devient un peu charbonneux. Et plus que charbonneux, ça donne un côté velouté, un peu noir velouté que j'aime bien et qui va bien avec la terre noire que je travaille. Ou quand elle est rouge, comme je lui mets de l'oxyde de cuivre, ça reste dans les mêmes teintes. Moi j'aime beaucoup ce qui est noir. J'aime bien la terre noire. J'aime bien travailler la terre noire. Et voilà, donc je suis en train de faire des expériences là pour voir. Et puis là, dernièrement, j'ai trouvé des boulons en laiton. Donc c'est encore une autre couleur et ça me plaît bien aussi, quoi. Donc je vais faire des essais pour voir comment ça réagit. Et, voilà. Ouais, mais quand tu parles de boîte, comment c'est quel cheminement pour en arriver là ? C'est pas un truc tu te lèves un matin, tiens, je vais faire des boîtes. Non, non, mais c'est-à-dire que les bols, tout ça, voilà. Donc j'ai un côté potière où je peux faire des pots, des bols et des machins. Mais c'est pas ce qui m'éclate le plus en fait. Je crois que dans la boîte, l'objet boîte, je sais pas comment ça m'est arrivé d'ailleurs, pourquoi à un moment donné je suis arrivée à la boîte. Mais je crois que c'est l'objet qui se ferme, qui peut s'ouvrir. C'est du féminin, du masculin.
je sais pas, c'est la boîte à secrets, la boîte où on ne peut rien mettre aussi. C'est vide, c'est plein, je sais pas. La boîte, un truc qui, ça reste un peu mystérieux encore pour moi. Pourquoi la boîte, quoi? Oh oui, non, mais tel que tu l'évoques, ça devient aussi mystérieux pour moi. Ça l'était moins tout à l'heure. Finalement, les boîtes n'étaient qu'une boîte, c'était un objet, ma foi, maintenant, je vais très regarder les quelconque. Ah ouais, non. Ça m'a toujours fasciné, la boîte. Ouais, c'est vrai que de la manière dont on parle, ça peut fasciner parce que ça ouvre beaucoup de l'imagination commence à boum. Non, Jean, complètement. toi qui fais du volume aussi dans ton travail. Ouais. Ça évoque quoi pour toi la boîte? La mise en boîte. Quand je te regarde, je pense tout de suite à la mise en boîte. Non, je plaisante. Bon, alors on a échappé au guide juridique et fiscal aujourd'hui, mais ne vous réjouissez pas trop parce que la prochaine fois, vous aurez double dose. Double dose et puis alors je vais vous dire. Bien, écoute Estelle, on est, n'est-ce pas Jean, très heureux de t'avoir reçu. Merci. Absolument. C'était mal barré hier, mais ça s'est résolu parce que je dois vous avouer que j'ai un coach ici, c'est quelque chose de grave. Bon. J'ai dû le fouetter. C'est Cruella, en fait. J'ai fait ma Cruella de ville. Ouais. Je l'ai fouetté pour qu'il vienne jusqu'ici. Bon, sans savoir qu'il était malade à ce point. Mais enfin, c'est vrai. À mon avis, ça s'est pas beaucoup entendu. Non. Pas du tout. On est content, donc on va t'inscrire au palmarès de nos Juliettes. De vos Juliettes. De nos Juliettes, ouais. Il y en a c'est des Louises, mais nous c'est Juliette, voilà. Il y a la Juliette d'or, la Juliette d'argent. Voilà, toi tu seras la Juliette de platine. Et on va vous dire donc à la prochaine fois. On espère qu'on retrouvera Estelle une autre fois. Enfin oui, parce qu'elle a encore, on sent qu'elle a beaucoup de choses à dire. Souvent, on évoque ça à la fin des émissions avec des invités qui nous intéressent beaucoup. C'est toujours trop court. Mais bon, on sait où te trouver, où te joindre. On sait que t'es pas disponible tout le temps, donc on s'arrangera pour que tu sois disponible. Non, puis là, il nous a donné une piste. Je vais essayer de creuser ça pour voir si on peut trouver des textes quand même sur ce beau métier. Ouais. Merci Piquet-Cou. Merci Piquet-Cou. Et on vous salue. Merci beaucoup Estelle. À bientôt. Merci à vous. Oui. Voilà. Salut à tous. Bueno.